Comme c'est l'heure, je vais peut-être proposer qu'on commence en remerciant l'ensemble des participants. Alors, je vois le nombre de participants qui augmente un peu, donc c'est possible que certains nous rejoignent encore. Voilà. Donc, merci d'abord à tous les participants. Donc, merci à tous ceux qui nous ont rejoints. Et je vois qu'il y a des personnes qui nous rejoignent encore. Je me présente rapidement. Moi, je suis Thierry Xavier Girardot. Je suis le secrétaire général du Conseil d'État. Nous avons avec nous, normalement, hein, je m'affiche la liste des participants, et nous avons avec nous, je crois, je ne le vois pas, mais Emmanuel Meyer doit être là. Oui, bonjour à tous. Voilà, qui est le secrétaire général des tribunaux administratifs et des cours administratifs d'appel, et qui a notamment, au cœur de ses missions, il a la mission d'organiser et de tenir le secrétariat du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratifs d'appel, qui est l'organe avec lequel nous gérons et nous prenons les décisions les plus importantes concernant le corps des magistrats, y compris donc qui participent aussi à l'accueil des collègues qui nous rejoignent en détachement, hein, qui est l'objet de notre réunion de ce midi. Nous avons aussi Marianne Briex, qui est magistrate et qui travaille à la direction des ressources humaines du Conseil d'État sur les sujets de mobilité et de partenariat. Vous êtes là aussi. Normalement, oui. Mais voilà. Nous avons normalement aussi la présence de Grégory. J'entends pas ce que dit Monsieur Girardot là dans réunion Skype. Ouais, si tu as une idée. Ouais. Nous, on vous entend bien. Mais... Oui. Voilà. C'est Madame Fabienne Billet-Idier, hein, que je salue, qui est présidente de chambre au tribunal administratif de Bordeaux et qui a rejoint les tribunaux administratifs par la voie du détachement et qui viendra nous apporter son témoignage tout à l'heure. Voilà. J'étais en train de dire que nous avions aussi la présence de Grégory Brousseau, qui est le directeur des ressources humaines du Conseil d'État. Vous savez que le Conseil d'État, à travers son secrétariat général, gère à la fois le Conseil d'État, les tribunaux administratifs, les cours administratifs d'appel et la Cour nationale du droit d'asile, hein, qui sont l'ensemble des juridictions dont le Conseil d'État assure la gestion. Voilà. Et puis, nous aurons, et je les remercie pour leur présence, deux grands témoins, si je peux dire, que sont Fabienne Billet-Idier, donc qui est en train d'essayer d'avoir le son, et puis Monsieur Renaud Dury, donc nous avons vu tout à l'heure, et qui, lui, a effectué un séjour en détachement au tribunal administratif de Limoges avant de repartir dans son administration, l'administration préfectorale, puisqu'il est aujourd'hui secrétaire général de la préfecture du territoire de Belfort, si je ne me trompe pas. Voilà. Peut-être pour lancer la discussion, je vais vous faire un petit propos introductif avec une petite présentation d'ensemble, et puis ensuite, je passerai la parole à nos deux témoins, que sont Madame Billet-Idier et Monsieur Nury. Et puis, dès à présent, dès à présent, à tout moment, vous pouvez, et n'hésitez pas à le faire, hein, nous adresser des questions par le biais de la fonction chat, hein, de la messagerie. Et je salue Fabienne Billet-Idier qui semble avoir retrouvé le son. Ah, mais par contre, on ne vous entend pas, mais ça, c'est parce que vous avez coupé le micro, donc, mais ça va. Voilà. Voilà. Quelques mots, donc, simplement, de présentation pour vous dire que nous organisons ce webinaire dans un contexte qui a été renouvelé par la réforme de la haute fonction publique, hein, dont vous avez tous sans doute entendu parler. Cette réforme a, d'une part, réaffirmé pleinement la place de la magistrature administrative au sein de la haute fonction publique, en réaffirmant que les magistrats administratifs sont
des juges à part entière et qu'ils bénéficient à ce titre de garanties d'indépendance, qu'ils ont un devoir d'impartialité qui doit être garanti par des garanties statutaires que la réforme a préservées. Et en même temps, cette réforme a réaffirmé la place des magistrats administratifs au sein de la haute fonction publique, ce qui se traduit notamment par le fait que le corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratifs d'appel reste un des corps auquel on accède à la sortie de désormais l'Institut national du service public. Désormais, le nombre de corps dans lesquels on peut être recruté à la sortie de cet institut national sont en nombre limité, puisque ce sera essentiellement les administrateurs de l'État, et puis les magistrats administratifs et les magistrats financiers, qui sont les deux seuls autres corps que l'on pourra rejoindre directement à l'issue de l'Institut national du service public. La réforme, d'une part, a réaffirmé cette double identité des magistrats administratifs, à la fois pleinement juges et pleinement membres de la haute fonction publique, et en même temps, elle a aussi développé pour l'ensemble de la haute fonction publique, mais y compris pour les magistrats administratifs, elle a souhaité développer les mobilités, donc mobilité à la fois des magistrats administratifs qui sont désormais soumis à une obligation de mobilité renforcée qui les conduit à passer quelques temps au cours de leur carrière dans des emplois essentiellement administratifs, mais pas exclusivement. Et puis, en sens inverse, la logique de la réforme nous conduit aussi à accueillir davantage de fonctionnaires qui viennent passer, pour qu'ils viennent passer quelques années dans les juridictions et pour développer les échanges de personnel, donc des magistrats vers les administrations et des administrations vers nos tribunaux. Et donc c'est dans cet esprit que nous avons souhaité organiser cette réunion pour voilà, favoriser ces échanges dans les deux sens. C'est non seulement un nouveau modèle de développement de carrière, mais c'est aussi, au-delà de ça, un trait culturel qui est au cœur de l'identité de la juridiction administrative, que de faire en sorte que les magistrats administratifs aient une connaissance de l'administration. C'est fondé sur la conviction que nous avons que pour bien juger l'administration, c'est un plus que de la connaître, tout en veillant, bien entendu, à conserver les garanties d'indépendance et d'impartialité qui sont au cœur de la mission du juge. Ça, c'est le contexte général de la réforme qui conduit, comme je le disais, davantage de magistrats à partir en détachement pour exercer des mobilités, notamment dans les administrations, et ce qui, en contrepartie, nous conduit à favoriser davantage l'accueil de fonctionnaires en détachement au sein des juridictions. Et donc, c'est pour répondre à cette volonté d'accueil renforcé et à ces besoins d'accueil renforcé que nous avons ouvert cette année un mouvement supplémentaire de recrutement en détachement par la voie du détachement, avec un objectif de recrutement à compter du 1er septembre de 2022 pour un parcours qui comportera une phase de formation largement en alternance tout en étant affecté dans un tribunal administratif, et puis pour déboucher sur une période d'au moins 2 ans de détachement et prolongeable si les intéressés le souhaitent. Quelques mots du métier de magistrat administratif. C'est un métier qui est... voilà, je vais souligner trois dimensions. D'abord, c'est une école de rigueur et de responsabilité. École de rigueur, vu de l'extérieur, on a parfois l'impression, quand on voit les décisions du juge, qu'une autre décision aurait pu être rendue sur un même dossier. En réalité, je parle sous le contrôle des collègues qui exercent en ce moment les missions de juge, mais dans une grande majorité d'affaires,
il y a souvent une seule bonne solution, enfin une seule solution qui soit correcte. Et donc, c'est une école de rigueur pour savoir, à partir des textes, à partir de la jurisprudence, déterminer quelle est la réponse correcte à la requête dont est saisi le juge. Et puis une école de responsabilité, parce que, alors le métier de juge administratif n'est pas le seul dans lequel ça se pose, mais ça se pose chez nous de manière particulière, c'est que le juge doit prendre parti quand on est, même quand on est tout débutant dans la carrière ou dans les fonctions de magistrat, qu'on est rapporteur d'un dossier, on ne peut pas faire une note à son président en disant voilà, il y a deux solutions possibles, je m'en remets à vous pour choisir celle qui vous paraîtra la plus correcte. Le rapporteur doit s'engager sur la solution qu'il propose et motiver les raisons qui l'amènent à faire ce choix. Donc, sur chaque dossier, on doit s'engager. Et on ne connaît pas l'abstention dans la juridiction administrative. Quand il y a un désaccord, le principe, c'est qu'on passe au vote, mais il n'y a pas d'abstention. Pour qu'une solution soit adoptée, il faut qu'il y ait une majorité de votes pour. Voilà. Donc, rigueur et responsabilité, c'est une première dimension. Une deuxième dimension, c'est l'autonomie et la collégialité, les deux se complétant. Les magistrats administratifs bénéficient d'une large autonomie dans l'organisation de leur travail. Il y a des points de rendez-vous obligatoires avec des séances, notamment les séances d'instruction, les séances de jugement, auxquelles il faut être présent. En dehors de ces points de rendez-vous, chacun dispose d'une grande autonomie dans l'organisation de son travail. Simplement, il doit préparer les dossiers qui lui sont confiés, mais avec beaucoup d'autonomie dans l'organisation de son travail. C'est beaucoup d'autonomie qui peut parfois faire craindre que ce soit un travail solitaire, mais il y a, c'est vrai, une partie de travail voilà, en autonomie que l'on fait sur le dossier. Dans les premiers temps, évidemment, on s'appuie souvent et beaucoup sur les collègues auxquels on peut demander des conseils, mais très, très vite, on doit apprendre à travailler ces dossiers soi-même. Mais tout ceci débouche sur un temps qui est également un temps fort et une dimension importante dans la culture de la juridiction, qui est la collégialité, puisque, en principe, les décisions sont prises de manière collégiale à l'issue d'un débat au cours duquel le rapporteur présente la solution qu'il propose d'apporter au dossier, celui qui a révisé le dossier explique ce qu'il pense de la proposition qui est faite, et puis le débat s'engage et il faut déboucher sur une décision. Donc ce sont deux dimensions qui se complètent, beaucoup d'autonomie et en même temps un temps de collégialité au cours duquel chacun exprime et défend son point de vue. La troisième dimension sur laquelle je voulais insister, c'est le fait que c'est un métier, le métier de magistrat administratif, qui vous amène vraiment au contact des préoccupations concrètes des personnes qui saisissent la justice et de la vie quotidienne de beaucoup de concitoyens, hein, puisque le juge administratif est le juge des décisions de l'administration, des administrations, de l'État, bien sûr, mais aussi des collectivités territoriales, des établissements publics. Et donc, il est amené à trancher des litiges dans des domaines variés et qui intéressent la vie quotidienne de nos concitoyens, qu'il s'agisse de litiges sur un permis de construire, sur une autorisation d'implantation d'une éolienne, sur des questions d'accès aux prestations sociales, d'inscription à l'université, bien sûr de contentieux de la fonction publique. Voilà, donc beaucoup de contentieux qui touchent au quotidien de nos concitoyens, et ce qui donne voilà, dans un climat général dans lequel on reproche parfois aux fonctionnaires d'être un peu déconnectés de la réalité. Je crois que les magistrats administratifs traitent vraiment de la réalité concrète. Alors, ils la traitent à travers les requêtes dont ils sont saisis, mais ces requêtes présentent des enjeux très concrets
les audiences de jugement sont aussi l'occasion d'entendre le point de vue des citoyens qui saisissent la justice et bien sûr des administrations qui viennent expliquer leurs décisions. Donc à la fois, d'une part, c'est très concret, et d'autre part, je crois que les juges administratifs n'ont pas beaucoup de doutes ou d'interrogations sur le sens de leur mission, car ce sens de leur mission, ils l'éprouvent quotidiennement, puisque à chaque fois qu'ils sont saisis, à chaque fois que nous sommes saisis d'une requête, c'est une personne en particulier qui témoigne de ce qu'il n'est pas d'accord avec une décision qui lui est opposée par l'administration, et il attend la décision de justice qui va lui permettre notamment de vérifier que la décision qui a été prise était ou non légale. Voilà, donc ça c'est aussi une dimension très forte du métier de juge administratif. Tout ceci pour dire que au-delà de l'intérêt qu'on peut trouver dans l'exercice quotidien du métier, c'est un métier dans lequel on acquiert aussi des compétences qui sont utiles, indispensables évidemment à l'exercice du métier de juge, mais qui sont utiles au-delà du temps qu'on peut passer dans la juridiction, notamment parce que l'exercice du métier de juge développe la capacité à argumenter, à défendre sa position dans le débat collégial, et aussi à imaginer, à proposer des rédactions pour sortir d'une difficulté. Et c'est quelque chose auquel on est confronté, pas seulement quand on doit écrire des décisions de justice. Il y a beaucoup de situations dans la vie administrative dans laquelle on peut être à la recherche, qu'il s'agisse de la rédaction d'un contrat, qu'il s'agisse de la rédaction d'un autre acte, ou simplement du procès verbal d'une séance au cours de laquelle des points de vue différents sont exprimés. La capacité à trouver la rédaction qui est juste est aussi un atout qui sert fréquemment dans de nombreuses situations professionnelles. Et puis, bien sûr, à travers l'exercice du métier de juge, on acquiert une aisance qu'on acquiert difficilement autrement, une aisance sur le traitement des questions juridiques, et une aisance qui permet d'éviter deux écueils que l'on rencontre parfois et même assez souvent dans la vie administrative. Le premier écueil, c'est de ne pas voir une difficulté juridique. Ça peut être problématique effectivement si on ne la voit pas et que un tiers ensuite la voit, introduit un contentieux qui peut faire capoter une décision ou capoter un processus. Donc c'est toujours important d'avoir une bonne perception des enjeux juridiques pour ne pas passer à côté d'une difficulté. Et d'un autre côté, et c'est quelque chose que l'on voit également assez fréquemment, on se rend compte que l'exercice de la fonction de juge permet d'avoir une bonne perception des contraintes juridiques, et il n'est pas rare qu'on ait des situations dans lesquelles des personnes qui sont moins à l'aise avec les règles de droit sont davantage arrêtées par des obstacles qu'ils voient dans les textes, ou là où celui qui a davantage d'aisance avec les questions juridiques pourra trouver la façon de surmonter ces obstacles ou de les éviter. Voilà, donc je crois que c'est le métier de juge administratif, un métier qui donne beaucoup de satisfaction en soi, et ce qui explique qu'on ait beaucoup de collègues qui, comme Madame Fabienne Didier à l'instant, on rejoint la juridiction administrative par la voie du détachement et ont décidé d'y rester. Mais c'est aussi un métier dans lequel on acquiert des compétences qui peuvent être très utiles pour développer sa carrière dans d'autres secteurs de la vie administrative ensuite, avec davantage d'aisance, donc notamment sur ces questions juridiques. Voilà, c'était quelques mots de présentation générale à la fois sur l'esprit dans lequel nous organisons cette nouvelle session de recrutement
par la voie du détachement, et puis aussi pour vous décrire un peu les points forts et les principaux éléments donc, de ce métier de juge administratif, voilà, dont je suis convaincu que c'est un beau métier et qui est aussi une belle école de formation, un rapport au droit qui est un rapport plus concret que celui que l'on peut avoir sinon à travers simplement des études de droit. J'ai déjà été un petit peu long, peut-être sans transition, je peux passer la parole à Fabienne Billet-Didier d'abord, si vous voulez bien, pour apporter son témoignage, et puis ensuite à Renaud Nury, s'il veut bien. Oui, tout à fait. Merci, Monsieur Girardot. Bonjour à tous. Alors, excusez-moi, j'avais des problèmes je n'entendais pas ce que vous disiez, donc j'ai été dépannée. Alors, ce qu'il faut peut-être dire aussi, c'est que, parce que ça, on ne s'en rend pas compte quand on est du corps, mais c'est que on est une administration très accueillante. Donc ça, il faut vraiment en avoir conscience parce que ce n'est pas toujours le cas. Donc, les collègues qui arrivent en détachement sont des collègues qui sont appréciés parce qu'ils amènent leur connaissance de l'administration active. Parce que, en fait, on a différents profils de collègues magistrats. On va avoir des gens qui vont arriver par la voie du détachement. On va aussi avoir des collègues qui vont arriver par la voie du concours direct. Donc, si vous voulez, ça fait un mélange en fait d'expériences avec d'un côté des jeunes magistrats qui des fois n'ont pas d'expérience professionnelle antérieure, et d'un autre côté des collègues qui vont arriver avec une grande expérience administrative. Donc ça, c'est un vrai plus pour nous parce qu'on est juge et on est juge à part entière, en complète liberté. Et ça, c'est important de le souligner parce que des fois, on peut avoir l'idée que juge administratif, ce n'est pas tout à fait un vrai juge. C'est complètement faux. On a une liberté totale dans notre métier de juge, mais on n'est pas un juge tout à fait comme les autres parce qu'on juge l'administration. Donc, connaître les contraintes de l'administration, c'est extrêmement important, d'autant plus maintenant où on voit bien que les administrations publiques sont confrontées à des difficultés, notamment d'effectifs. Et alors, je dirais pas qu'on fait preuve de bienveillance, c'est pas ça. C'est qu'on arrive à mieux décrypter certaines décisions parce que justement, on a cette connaissance de l'administration. Et des fois, on voit bien que certaines administrations n'osent pas dire certaines choses dans leurs décisions. Et avec un peu de métier, on arrive un peu à décrypter les motifs sous-jacents d'une décision. Voilà, donc une administration qui est accueillante. Donc, vous bénéficiez d'une formation initiale parce que des fois, on est quand même un petit peu inquiet. Hein. Moi, je l'étais quand je suis arrivée dans le corps. Moi, j'étais passée par la voie de l'ENA, donc j'avais une formation juridique, tout ce qu'il y avait de plus classique, standard, j'ai envie de dire basique, hein, parce qu'il faut quand même être un petit peu juriste pour venir. Hein, voilà, hein. Faut s'intéresser à la matière, autrement, c'est compliqué. Donc, moi, j'avais bon, à l'époque, c'était un DEA, mais bon, c'est l'équivalent d'un Master 2 maintenant. J'étais juriste de droit public, donc déjà, voilà, j'avais une appétence pour la matière. Donc ça, il faut quand même l'avoir, parce que quand on est amené à faire des dossiers tous les jours, il faut aimer le droit. Voilà, première chose. Deuxième chose, il faut avoir envie de s'y mettre. Hein, parce que si vous voulez, ça demande quand même un investissement qui est important. Ça demande, vous voyez, parce que les solutions, on arrive à peu près à les voir rapidement. En revanche, les écrire, c'est une autre paire de manches. Donc là, il y a une vraie technicité à acquérir. Alors ça se fait par le compagnonnage, par la collégialité, par vos présidents de chambre qui vont vous aider à écrire des jugements, parce qu'il y a un raisonnement bien particulier du juge administratif, donc il faut faire preuve d'humilité, même si on a 50 ans, même si on a 40 ans, voilà, on apporte son vécu, mais il faut se remettre en question et accepter aussi les remarques qu'on va vous faire qui seront la plupart du temps et très généralement très constructives. Parce que le juge rédige d'une certaine manière et ça a un sens. Hein. Les mots ont un sens bien particulier en droit administratif. Donc, il faut savoir s'investir, se remettre en cause professionnellement. Et quand vous allez arriver en juridiction après ces 6 mois de formation, vous allez être en fait affecté dans une chambre où il y aura souvent 2 ou 3 matières qui seront traitées. Et donc, votre travail à vous, ça sera de prendre le dossier, alors prendre au sens métaphorique, puisque maintenant c'est complètement dématérialisé, donc il faut être assez habile
avec l'informatique, en tout cas ne pas être buté par l'informatique, et puis savoir taper, hein, c'est tout bête. Enfin, je crois que maintenant tous les cadres sont à peu près traités de la même manière, savoir faire des recherches. Donc moi, personnellement, ce qui me passionne, c'est le côté un peu bric-à-brac du métier. C'est-à-dire, on prend le dossier, on identifie les conclusions, on identifie les moyens, on cherche les textes, on regarde la jurisprudence du Conseil d'État, on lit les conclusions du commissaire du gouvernement au Conseil, et on bâtit un jugement. Et ça, c'est assez passionnant. Moi, j'ai travaillé en appel et en première instance, et personnellement, je préfère la première instance, parce que justement, on part de rien. Souvent, on a des avocats qui connaissent bien le droit public, mais on a aussi des requérants qui font leur petite requête tout seuls. Il faut donner une portée utile. Donc, on a vraiment une utilité. Voilà, on a le sentiment du devoir accompli à la fin de la journée. Donc, moi, personnellement, ça me plaît beaucoup de savoir que je tranche des litiges et que j'apporte une réponse la plus pédagogique possible aux requérants, parce qu'il n'y a pas de petits litiges, hein. Souvent, les gens viennent au tribunal, c'est l'affaire de leur vie. Donc, pour eux, ça a du sens, c'est très important. Donc, on a un devoir vraiment important, hein, c'est pratiquement éthique, d'être le plus clair possible dans ce qu'on juge. Alors, on est aidé par les rapporteurs publics en première instance qui vont expliquer vraiment dans des termes les plus simples possibles, mais qui restent juridiques. Donc, c'est un exercice qui est compliqué. Ce pourquoi on va éventuellement prendre la décision qu'ils préconisent. Donc, moi, j'ai fait différents métiers dans ma carrière et franchement, alors c'est pas pour vous faire venir, si un petit peu, mais enfin bon, c'est vraiment c'est ce que je ressens. Moi, c'est là où j'ai trouvé le plus d'utilité sociale. Parce que on tranche des litiges, on est un peu le dernier tamis avant tout le reste, hein. C'est-à-dire qu'on essaye un peu des fois de remettre les choses un peu dans le bon sens, pour donner une portée utile aux décisions de l'administration, pour essayer aussi, quand on annule, de donner un peu les clés de lecture à l'administration pour qu'elle puisse reprendre une décision, qu'elle comprenne ce qu'on a voulu dire, parce que des fois le droit est compliqué à décrypter. Voilà, donc ça, il y a une vraie utilité sociale, il y a un vrai challenge intellectuel, parce que le Conseil d'État est assez agile sur les jurisprudences, donc il faut galoper derrière pour rester à jour. Donc, on est un peu, si vous voulez, sous tension intellectuelle, et ça, c'est assez sympa, si vous voulez, de ne pas ronronner sur une matière, à faire des copier-coller comme des ânes. Alors, pas du tout, hein, voilà. C'est-à-dire que tous les 15 jours, on a ce qu'on appelle les feuilles roses du Conseil d'État, donc tout le monde lit ça avec intérêt, parce que en fait, le droit est quand même très évolutif. On voit bien qu'il y a une réorientation complète de la jurisprudence du Conseil d'État qui essaye de rendre plus effectives les décisions juridictionnelles. Donc ça, c'est assez passionnant d'y participer. Voilà. Alors, il y a plutôt une bonne ambiance dans les juridictions administratives, hein. On a des collègues très chouettes. Alors bon, il y a toujours, comme partout, des gens qui sont moins sympathiques, mais c'est assez résiduel. On a une bonne ambiance dans les juridictions. On a un bon confort de travail, donc ça, il faut quand même le noter. Donc, on est bien installé, on a des bons outils informatiques, on a des personnels de greffe, en gros un magistrat, un personnel de greffe, donc ça compte énormément. Allez voir chez les judiciaires, les conditions de travail sont beaucoup moins bonnes, hein, parce que nous, on les connaît, hein, les collègues au judiciaire, on en parle souvent. On est assez serein sur nos conditions matérielles de travail. On est rémunéré correctement, je trouve. Alors après, tout dépend des comparaisons, hein, mais enfin bon, on est quand même correctement rémunéré et on a des vraies perspectives de carrière si on souhaite évidemment rester dans le corps et qu'on s'attelle à la tâche avec vaillance, voilà, et entrain. Donc pour moi, c'est plutôt un bilan très très positif. Et moi, pour ceux qui ont envie de venir et qui ont envie de s'y mettre, c'est une bonne maison. Merci beaucoup. Ça, c'est le point de vue de l'intérieur. On a Renaud Nury, donc, qui a fait un passage dans les tribunaux et qui est retourné dans l'administration préfectorale et qui peut-être peut apporter un témoignage.
Oui, merci, monsieur le secrétaire général. Je le fais volontiers. Donc, pour me présenter rapidement, bon, moi j'ai 52 ans et une totale humilité, rassurez-vous, madame Idier. C'est effectivement absolument nécessaire, je pense, pour entrer dans la juridiction administrative. Moi, j'ai fait cette mobilité statutaire entre 2017 et 2019 parce que j'avais accompli un cycle d'expérience des 3 métiers de base du corps préfectoral. J'avais été directeur de cabinet, sous-préfet d'arrondissement et secrétaire général. Et bon, j'avais un préfet, lorsque j'étais secrétaire général du Jura, qui avait été pendant 5 ans magistrat administratif. Donc, ça m'avait donné un petit peu le goût et de l'appétence pour pour la juridiction administrative. J'avais aussi fait le choix de faire une mobilité en province et de ne pas céder à la facilité consistant à faire une mobilité au sein du ministère de l'Intérieur en administration centrale. Et donc, je me suis lancé et j'ai donc suivi le semestre de formation au centre de formation de la juridiction administrative de Montreuil et j'ai été affecté ensuite comme premier conseiller rapporteur au tribunal administratif de Limoges. Alors, puisque Fabienne Billet-Idier a ouvert la brèche, je vais m'y lancer moi aussi. Il y a effectivement un coup d'entrée, je pense, pour un administrateur qui souhaite rejoindre les juridictions administratives. Ça ne va pas de soi. On quitte le domaine de l'intuition pour entrer dans le domaine du droit où les choses sont précises. Donc, il y a d'abord un certain nombre de réflexes et de règles à acquérir. Il y a l'appréhension d'outils nouveaux, la base Ariane qui rassemble toutes les jurisprudences du Conseil d'État. Il y a des outils informatiques comme le poste rapporteur. Il y a des banques de considérants qui sont locales ou qu'il faut faire soi-même. Il y a la quarantaine de règles de recevabilité à connaître quasiment sur le bout des doigts. Il y a évidemment la précision du langage qui doit absolument dominer dans la rédaction des logements, parce que quand un magistrat dit que le préfet a pu légalement, ce n'est pas la même chose que s'il dit le préfet a pu au bon droit. Quand il dit au demeurant, c'est pas la même chose que quand il dit au surplus. Donc voilà, tout ça, vous allez l'apprendre dans la juridiction administrative. Ce sont des subtilités qui s'attachent véritablement à l'office du juge. Il y a une absence totale d'assistance. Quand on est administrateur de l'État, administrateur territorial, on a souvent des aides autour de soi, des services qui travaillent, à qui on sous-traite. Là, du jour au lendemain, c'est fini. Ce qui est fini aussi, c'est le management, qui n'est pas toujours la partie la plus facile des métiers d'administrateur. Mais en tout cas, il y a une sorte d'exercice solitaire qui demande là aussi un investissement particulier. Et puis moi, ce que j'ai retenu, et vous l'avez également souligné dans les propos précédents, c'est la dimension purement intellectuelle de l'office du juge. Ça ne repose ni sur l'intuition, c'est ce que je disais à l'instant, ni sur la capacité opérationnelle qu'on peut déployer lorsqu'on est administrateur, mais ça demande vraiment une mobilisation permanente, solitaire, de la réflexion pour transposer une réalité qu'on peut percevoir, comme le disaient les intervenants à l'instant, à travers les décisions qui nous sont soumises au titre de l'office du juge. Mais néanmoins, il y a une transposition de la réalité dans un univers abstrait qui est celui du droit pur et qui permet justement de tenir à distance les considérations d'opportunité. Donc le coût d'entrée, moi, m'a semblé assez élevé. Néanmoins, il y a évidemment un accompagnement qui permet de faire face. Il y a d'abord la formation initiale que vous pourrez recevoir. Alors, je sais elle sera réduite pour cette promotion, mais la formation de 6 mois au CFJA était déjà un petit peu longue. Elle se dégonflait en général, d'ailleurs, à partir du premier stage qui était réalisé, donc elle aurait pu tenir dans un temps beaucoup plus réduit. Il y a, je pense, ce mentorat de fait qui est assuré par les collègues de la juridiction. Et d'ailleurs, on a souvent tendance, lorsqu'on est juge administratif, à travailler chez soi. Je pense que dans les premières semaines, les premiers mois d'exercice des fonctions juridictionnelles, il faut aller au tribunal pour croiser des collègues, parce qu'on a besoin de discuter, on a besoin de confronter son appréhension juridique des dossiers à l'expérience de magistrats plus anciens. Il y a justement la collégialité, puisque lorsque vous rédigez un projet de jugement et une note de rapporteur,
vous soumettez votre travail d'abord à un exercice qui s'appelle la révision, qui est assuré en général par le président de la Chambre ou par un magistrat désigné par le président. Vous avez la collégialité qui s'exerce évidemment au moment du délibéré et de la séance d'instruction qui s'opère dans le processus juridictionnel. Et puis, je crois surtout qu'on apprend à devenir magistrat en exerçant les fonctions de magistrat. Il y a une forme d'apprentissage qui s'établit. Et donc, voilà, c'est assez rassurant. Deux autres éléments rassurants, c'est qu'au départ, j'espère que ça a été maintenu, vous travaillez selon un objectif dit de mi-norme, c'est-à-dire que il y a une montée en puissance progressive du travail qui vous est demandé. Et on vous demande dans un premier temps de ne faire que la moitié des jugements que font les magistrats d'expérience. Et puis, comme le disait Fabienne Billier, vous avez un avantage par rapport aux jeunes magistrats qui sortent du concours externe, c'est que vous avez une connaissance de l'administration, vous êtes en mesure de décrypter les positions qui peuvent sembler étranges parfois de l'administration. Et ça, c'est un avantage par rapport aux jeunes magistrats et à certains de vos collègues qui ont fait toute une carrière en juridiction administrative, parce que vous comprenez pourquoi le préfet ou la DDT s'est prononcé de telle ou telle manière. Alors moi, je suis sorti de la juridiction administrative assez rapidement, hein, où j'ai exercé 2 ans les fonctions de rapporteur au sein du tribunal administratif de Limoges, pour des raisons essentiellement familiales et géographiques. Mais néanmoins, je ne regrette absolument pas ce passage parce que j'ai capitalisé un certain nombre d'apports. Alors d'abord, une qualification, puisque j'avais moi une formation initiale généraliste dans un institut d'études politiques et j'avais fait du droit privé. Et ma première partie de carrière ne m'avait pas permis d'accéder à une qualification précise. Et ce passage en juridiction administrative, ça m'a donné vraiment une opportunité de monter en compétences et d'approfondissement de domaines juridiques. Donc pour certains, j'avais eu à les connaître dans mes précédentes fonctions préfectorales, évidemment le droit des étrangers, certaines polices administratives, les contentieux environnementaux, et pour d'autres qui m'étaient pas familiers du tout, par exemple le contentieux fiscal, l'urbanisme, les marchés publics. Et voilà, vraiment, c'est aussi une manière de se rassurer, de devenir juge administratif, c'est qu'on se rend compte qu'on est capable d'appréhender des domaines juridiques dont on n'est pas familier et sur lesquels on peut capitaliser. D'ailleurs, voilà, moi j'ai conservé évidemment tous mes documents de formation. Et voilà, et particulièrement, d'ailleurs, c'est presque une private joke, les fameux fascicules moraux qui continuent à être très utiles dans l'administration active de l'État après qu'on les a mis en œuvre en juridiction pour contrôler les marchés publics. Ça m'a donné également une autorité renforcée dans mes pratiques de l'administration de l'État, tant en interne que vis-à-vis des partenaires. Bon, quand vous avez été juge administratif, eh ben, ça vous pose en quelque sorte. Ça vous pose parce que les gens ne savent pas trop ce que c'est, ça fait plutôt peur à l'extérieur. Ça vous donne de l'autorité parce que vous avez pratiqué des choses difficiles. Ça vous donne de l'assurance parce que vous avez été capable de pratiquer ces choses difficiles. Et ça vous donne de l'autonomie et de la confiance en soi parce qu'on devient vraiment autonome. On est capable de lire, par exemple, cette atrocité qui est le Code de l'environnement. On n'a pas besoin des services de la DDT pour les lire, non, parce qu'on a pratiqué, on sait. Et du coup, on a cette effectivement capacité à argumenter et cette image finalement de rigueur qui fait autorité et qui fait qu'on vous écoute. Et puis, ça vous donne un sens accru des responsabilités parce que, contrairement à beaucoup d'offices de l'administration exécutive, qu'elle soit territoriale ou administration d'État, on n'attend pas de vous que vous concertiez, que vous intermédiez, on attend de vous que vous tranchiez des litiges et on attend de vous que vous preniez vos responsabilités
soit comme le soulignait le secrétaire général du Conseil d'État, parce qu'il faut que vous défendiez et que vous apportiez une solution à la collégialité, soit parce que très vite, vous allez vous retrouver juge unique et vous allez devoir vous-même prendre des responsabilités qui peuvent avoir de l'importance pour le justiciable qui est en face de vous. Et puis pour finir, je dirais que ça contribue également, cette expérience en juridiction administrative, à approfondir la connaissance du fonctionnement des institutions de la République, mieux comprendre le fonctionnement de la juridiction administrative, qui elle aussi parfois est mal connue. On ne sait pas pourquoi le juge a tranché dans ce sens une affaire qui nous embête. On se dit que le juge a sans doute une idée derrière la tête, qu'il est peut-être dominé idéologiquement ou voilà, qu'il a une éthique particulière. Eh bien non, ce n'est pas du tout le cas. Et ça, je pense qu'on le comprend parfaitement lorsqu'on est passé en juridiction administrative. Au contraire, vous allez comprendre les ressorts, l'éthique de la magistrature, la charge de travail aussi qui s'applique à ceux qui la font vivre, et vous allez toucher le garde-fou républicain de la séparation. Voilà. Et ça aussi, c'est important dans notre trajectoire d'administrateur. Voilà, monsieur le secrétaire général. Merci beaucoup, c'est très intéressant. Je n'ai pas mentionné tout à l'heure que nous avions aussi la présence de monsieur Maître, qui lui est Bruno Maître, hein, qui nous a rejoint par la voie du détachement et qui est toujours dans les juridictions administratives au tribunal administratif de Versailles, si je ne me trompe pas. Je ne sais pas si vous êtes là, si vous souhaitez apporter un petit témoignage également. Oui, merci, monsieur le secrétaire général. Oui, écoutez, moi, je n'ai pas grand-chose à ajouter à ce qui vient d'être dit par les deux précédents collègues. Donc moi, j'ai eu un parcours, j'étais commissaire de police pendant 6 ans, donc sur une dimension assez opérationnelle. Et donc, le choix de la rentrée dans la magistrature administrative, c'était avant tout de faire une vraie mobilité. Donc là, on est vraiment servi, hein, parce qu'effectivement, ça a été bien exposé. Le métier, on apprend, c'est pas simplement changer d'administration, c'est quand même vraiment apprendre un nouveau métier. Mais bon, tout ça a été dit, on est vraiment bien armé, je trouve, dans la juridiction pour arriver dans des conditions quand même très favorables, que ce soit du point de vue de la formation, ça a été dit, mais également effectivement cette période de mi-norme qui existe encore, où finalement dans l'administration c'est assez rare qu'on nous laisse 6 mois pour commencer progressivement. Et voilà, quand j'ai commencé mes fonctions de commissaire de police, on m'a donné les clés de mon service et puis voilà, j'ai dû commencer tout de suite. Là, on a quand même voilà, 6 mois pour vraiment commencer en douceur, rentrer dans des matières. Hein. Personnellement, j'ai commencé par du contentieux de l'urbanisme, donc ça n'avait vraiment rien à voir avec ce que j'avais pu connaître auparavant, mais on se fait très bien finalement à des matières, voilà, des choses qu'on n'a jamais peut-être rencontrées auparavant, mais qui, voilà, en rentrant dans la matière, en travaillant avec des collègues, il y a vraiment un esprit d'équipe qui est très très fort dans le corps. Il faut le souligner, c'est un métier, effectivement, on a beaucoup d'autonomie, mais on a aussi une très très forte collégialité. Je pense que c'est vraiment une dimension très importante du métier. Et on n'est pas seul, même si on est autonome. Voilà, c'est vraiment très… de ce point de vue-là, voilà, il ne faut pas avoir peur de tomber dans une chambre fiscale ou dans une chambre d'urbanisme, voilà, sur des matières qui peuvent faire peur, mais avec un peu d'investissement, je pense qu'il n'y a pas de difficulté. Moi, je suis même devenu rapporteur public au bout de 3 ans, donc on peut assez rapidement changer également de fonction, et donc au bout de 4 ans, j'ai été également intégré. Voilà, donc, vraie belle expérience. Je pense que je n'ai pas grand-chose à dire de plus parce que tout a été globalement dit. Peut-être plutôt répondre à des questions s'il y en a. Voilà, merci beaucoup. Il y a effectivement quelques questions. Alors, il y en a une qui n'était pas liée ce webinaire était consacré à l'accueil en détachement, donc pour des personnes qui sont déjà fonctionnaires. Je vois qu'on a un participant qui souhaite avoir des renseignements sur les stages en juridiction. Ça, il faut s'adresser aux juridictions. Il y a des possibilités d'accueil, hein, mais le plus simple, c'est de s'adresser directement aux juridictions. Et puis, nous avons Audrey Zyphone qui nous dit que, donc si c'est Audrey, c'est une dame qui est officier du corps des commissaires des armées qui souhaiterait
Là, on parle du détachement. Hein. C'est vrai qu'on a deux procédures qui sont différentes. Hein. On a un tour extérieur qui est une voie de recrutement qui est ouverte plutôt aux des personnes qui sont attachées à l'administration centrale. Et la voie du détachement est ouverte au corps de niveau ENA, voilà, hein, aux personnes qui sont dans des corps déjà rangés dans la haute fonction publique. Peut-être pour répondre aux précisions sur la nouvelle organisation de la formation initiale, je peux passer la parole à Emmanuel Meyer qui pourra dire ça de manière plus précise. Oui, alors effectivement, nous avons travaillé avec le centre de formation de la juridiction administrative qui est basé à Montreuil sur un schéma permettant, dans des délais plus contraints que ceux qui sont les nôtres habituellement, d'intégrer rapidement une promotion d'agents en détachement dans les juridictions administratives. Alors, cette formation initiale, qui s'étalera quand même sur une durée totale de 6 mois, commencera au tout début du mois de septembre par 2 semaines de formation sur place à Montreuil, au centre de formation. Au terme de ces 2 semaines, les magistrats détachés seront immédiatement affectés dans leur juridiction d'affectation, donc très rapidement en réalité, très peu de temps après leur arrivée dans le corps des magistrats administratifs. Et là commencera un second volet, un deuxième volet de leur formation qui associera un mentorat au sein de leur juridiction d'affectation et un dispositif de formation en alternance, c'est-à-dire que chaque semaine, ils auront une demi-journée ou une journée de formation à suivre en visioconférence avec le centre de formation de la juridiction administrative. Et ce, jusqu'à la fin de l'année, jusqu'à la fin de l'année civile. Et pour terminer, en janvier et février de 2023, ils auront la possibilité de suivre un certain nombre de modules de formation, là aussi en visioconférence, organisés par le centre de formation de la juridiction administrative dans le cadre de la formation initiale de droit commun qui a lieu traditionnellement de janvier à juin. Donc voilà, trois phases permettant aux magistrats qui seront détachés à compter du 1er septembre de monter en compétences progressivement, avec cet avantage d'avoir la possibilité d'être concrètement sur le terrain, en prise directe avec la réalité quotidienne des juridictions, très rapidement, puisque ceux qui seront retenus dans le cadre de cette procédure de détachement seront affectés le 19 septembre. On a des questions aussi sur les postes, enfin le choix des juridictions. Je ne sais pas si là aussi, peut-être c'est là aussi Emmanuel Meyer qui est le mieux à même d'apporter des réponses. Alors, d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que, bien évidemment, s'agissant d'une procédure de détachement, l'affectation des magistrats est la résultante d'un accord entre les souhaits qui sont exprimés par le candidat au détachement et les disponibilités, les postes vacants dans les juridictions. Donc, il est clair que ceux qui sont candidats à un détachement ont d'autant plus de chances de trouver leur bonheur qu'ils vont exprimer des vœux suffisamment larges. C'est-à-dire que quand on demande 1 ou 2 juridictions seulement sur tout le territoire métropolitain, ben évidemment, le projet peut être contrarié si jamais dans ces juridictions, il n'y a aucun besoin, il n'y a aucun poste vacant. Donc voilà, ça c'est la première chose. Après, en termes je dirais de calendrier, en réalité, aujourd'hui, nous n'avons pas de visibilité sur les postes qui sont susceptibles de se libérer parce que le mouvement de mutation des magistrats administratifs, qui est un mouvement annuel, a lieu traditionnellement lors du Conseil supérieur du mois d'avril, qui est programmé cette année le 26 avril. Donc ce n'est en réalité qu'à compter du 27 avril que nous allons avoir une vision relativement claire des juridictions dans lesquelles il y aura des besoins
supplémentaires de magistrats. Donc aujourd'hui, voilà, on ne peut pas vous donner d'indications très très précises. Ce qu'on sait, mais ce n'est pas spécifique à la juridiction administrative, c'est que les affectations sur la façade atlantique et la façade méditerranéenne sont en règle générale un peu plus difficiles que les affectations dans les Hauts-de-France et le Grand Est. Voilà. Ça ne sera pas une grande surprise, je pense, pour vous. Mais cela étant, on ne peut pas prévoir à l'avance les juridictions dans lesquelles il y aura par ailleurs des départs en mobilité ou des départs en congés parentaux ou autres. Ça fait partie, voilà, des choses qu'on ne peut pas anticiper. Il peut donc y avoir des postes vacants partout sur le territoire, y compris, je le précise pour ceux d'entre vous qui pourraient être intéressés, en Outre-mer. Nous avons traditionnellement, à l'issue du mouvement de mutation, entre 3 et 5 postes vacants en Outre-mer. Donc, si certains d'entre vous sont intéressés par un projet voilà, d'affectation dans une juridiction ultramarine, ça fait partie des possibilités qui sont ouvertes. Ah, donc on y verra plus clair tout à fait à la fin du mois d'avril, hein, sur mais il y a une assez grande variété de possibilités. Dans les questions, il y avait une question sur les modalités d'audition des candidats. Je ne sais pas si, à nouveau, Emmanuel Meyer a l'expérience des auditions, oui. Mais Fabienne y est aussi peut-être. Oui. Je pense qu'en fait, c'est fondamentalement différent. Alors, c'est fondamentalement différent. Alors déjà, de base, vous serez affecté dans un tribunal et pas dans une cour. Hein. Et c'est vrai que selon le tribunal, selon sa taille, selon aussi le lieu d'implantation de la juridiction, on n'exerce pas son métier de la même manière. C'est-à-dire que si vous êtes dans une zone qui est économiquement défavorisée, vous aurez mécaniquement des contentieux qui seront plus importants, par exemple les contentieux sociaux. Hein, parce que vous aurez plus de personnes qui seront au RSA, par exemple. Vous aurez aussi peut-être plus d'aide juridictionnelle. Alors, loin de moi l'idée de dire que la qualité des écritures des avocats à l'aide juridictionnelle est inférieure, mais vous aurez en fait peut-être des contentieux plus répétitifs. Quand vous êtes dans une petite juridiction, vous allez être nécessairement moins spécialisé. Alors, ce que moi je trouve plutôt très intéressant, parce que quand on débute son métier, le fait de faire plusieurs contentieux vous oblige en fait nécessairement à investir de façon homogène un grand nombre de matières. Et alors c'est un investissement qui est plus important, hein, bien évidemment, mais qui après pour la suite de la carrière est plus intéressant parce que ça vous permet de changer de chambre et de changer de matière plus facilement. Alors que si vous êtes dans une chambre qui est monomatière, c'est-à-dire que vous faites que du fiscal. Alors, je suis fiscaliste, hein, donc il n'y a pas de délit contre la matière, hein, du tout. Si vous ne faites que du fiscal, au bout de 3-4 ans, quand vous voulez faire une autre matière, le coût d'investissement dans la nouvelle matière est plus compliqué et vous n'êtes pas à mi-norme quand vous changez de chambre. Alors qu'en début d'activité, vous êtes à mi-norme. Donc, faire un petit peu de tout, j'ai envie de dire, c'est un peu comme l'alimentation, hein, c'est source d'équilibre. Donc, moi, je trouve ça plutôt très chouette. Alors, la contrepartie, c'est que ça demande un peu plus de travail au début. Et puis surtout, c'est que si vous êtes dans une petite juridiction où vous avez 2 chambres, vous avez un ressort qui est des fois très étendu et vous avez énormément de commissions. Donc, c'est une charge qui n'est pas négligeable. Alors, en même temps, c'est assez sympa de prendre la voiture du président ou de la présidente et puis d'aller à l'autre bout du ressort et puis d'aller siéger dans des commissions. Ça aère un peu, ça permet de reprendre pied avec l'administration, de voir les fonctionnements. Mais voilà, si vous êtes en région parisienne, vous serez plutôt dans des chambres monocolores avec un effet de masse. Alors bon, vous allez devenir très rapidement plutôt pas mauvais du tout, voire carrément bon en fiscal, en fonction publique, en urbanisme, etc. Donc en fait, c'est des métiers qui sont différents. Merci beaucoup. Je vais peut-être reprendre la parole 2 minutes oui. Sur la question de l'organisation des formations restreintes et aussi sur la question qui est très intéressante de Madame Naillon
sur les personnels des directions des services pénitentiaires. Alors, sur les formations restreintes, l'entretien est un entretien vraiment tout à fait informel. Vous serez auditionné par une formation restreinte du CSTA qui comprend 5 membres du Conseil supérieur, plus moi-même. Et c'est essentiellement un entretien qui a pour but de permettre aux membres de la formation restreinte de mesurer à la fois l'appétence qui est la vôtre pour ce projet de détachement, et puis aussi de vérifier que vous vous projetez dans ces fonctions de magistrat administratif sur la base d'informations correctes, c'est-à-dire que vous ne vous êtes pas trompé, vous ne vous êtes pas fait une fausse idée de ce qu'est aujourd'hui le métier de magistrat administratif. Donc voilà, j'ai envie de vous dire, c'est plus un entretien finalement qu'une audition à proprement parler. On ne cherchera pas ni à vous piéger, ni à vous tester, c'est pas du tout l'objet de cet entretien. C'est vraiment un entretien destiné à s'assurer que votre projet est à la fois solide et que vous l'avez construit sur des éléments d'information qui sont exacts. Voilà. En ce qui concerne les personnels de direction des services pénitentiaires, alors il y a effectivement une question, puisque jusqu'à présent, les personnels de ce corps de fonctionnaires n'étaient pas considérés comme ayant un niveau équivalent à celui des magistrats administratifs, ce qui faisait obstacle à la recevabilité de leur demande de détachement. Alors, des informations que j'ai eues à ce stade, un certain nombre d'évolutions sont intervenues dans le statut, dans les dispositions statutaires de ce corps, qui font qu'il est possible, je ne peux pas m'y engager, mais il est possible que le Conseil supérieur, cette année, revienne sur sa doctrine et considère désormais ces demandes de détachement comme étant recevables. Je rappelle en fait que les critères de la comparabilité pour le Conseil supérieur, c'est le niveau de recrutement dans le corps et le niveau de rémunération à l'échelon sommital du corps. Ce sont les deux critères principaux. Donc voilà, la formation restreinte d'abord et le Conseil supérieur en formation plénière ensuite vont de nouveau se prononcer cette année sur la recevabilité des demandes de détachement des personnels des services pénitentiaires. Et j'invite des directions des services pénitentiaires et donc j'encourage les membres de ce corps à tenter leur chance dès cette année, puisqu'il est tout à fait possible, effectivement, que leur demande soit désormais recevable. Merci beaucoup. Oui, il y a une petite question de quelqu'un qui se demande s'il faut passer le concours. Mais juste pour dire que nous avons, nous tenons beaucoup à la complémentarité des différentes voies de recrutement dans le corps. Hein. C'est-à-dire que pour nous, c'est important d'accueillir dans le corps des collègues qui nous rejoignent par la voie du détachement et qui apportent avec eux leur expérience de connaissance de l'administration. Mais c'est également important qu'on recrute par la voie du concours des étudiants qui alimentent les filières juridiques des universités et qui apportent, eux, leur connaissance souvent approfondie d'ailleurs du droit administratif, même si leur regard est souvent un petit peu plus théorique, mais cette complémentarité permet de nourrir la collégialité, ça contribue à l'enrichissement de la juridiction. Donc il n'y a pas un profil type unique pour arriver dans le tribunal administratif. Ceux qui nous rejoignent sans avoir de connaissance de l'administration avant, de toute façon, sont amenés à effectuer des mobilités qui leur permettront d'acquérir cette connaissance dans le cours de la carrière. Monsieur sur le calendrier des recrutements... Monsieur Girardot, juste parce que ça me tient à cœur, je voudrais dire aux personnes qui sont directeurs d'établissements pénitentiaires que moi, je suis une ancienne directeur des services pénitentiaires. Voilà, moi, je suis passée par une autre voie, mais voilà, on a aussi beaucoup de choses à apporter et je me réjouis du message que j'entends parce que je pense que ce corps n'a rien à envier aux autres corps tels que les commissaires de police, directeurs d'hôpitaux, etc. Et je crois que vraiment, voilà, c'est important de le dire. Merci. Et le message que nous a passé Emmanuel Meyer, c'est qu'apparemment, il y a des évolutions qui font qu'il y a une probabilité
voilà, pas négligeable du tout que le corps soit admis comme faisant partie des corps qui peuvent donner accès par la voie du détachement aux juridictions, hein, mais ça doit être encore confirmé. Et sur le calendrier, nous avons effectivement en projet d'avoir une nouvelle session pour une arrivée aussi au 1er janvier, hein, d'un nouvel accueil en détachement. Hein. Nous sommes dans une phase dans laquelle nous nous adaptons progressivement et au vu de l'expérience que nous aurons, hein, au contexte nouveau créé par la réforme de la haute fonction publique, hein, qui modifie un petit peu les voies d'accès et les conditions de déroulement de la carrière. Et donc, voilà, cette année, nous avons souhaité organiser ce recrutement supplémentaire avec un objectif d'arriver au 1er septembre dans les conditions qu'a précisé Emmanuel Meyer, hein, sur la mise en place d'une formation voilà, en 3 phases avec largement fondée sur une forme d'alternance avec un accueil rapide dans la juridiction d'affectation. Période qui sera suivie ensuite de cette fameuse période de mi-norme, hein, qui a été évoquée par plusieurs des intervenants. Voilà. Mais donc je ne peux pas encore m'engager très clairement sur ce que nous ferons en 2023, mais il est probable que nous essayons de maintenir ces 2 temps de recrutement, d'avoir des arrivées au 1er janvier, des arrivées au 1er septembre, même si c'est un décalage qui n'est pas très grand dans le temps, mais pour nous, c'est important parce que voilà, les juridictions vivent selon le rythme de l'année judiciaire qui commence au 1er septembre. Et pour adapter nos effectifs aux évolutions constatées sur le début de l'année judiciaire, c'est important de gagner un petit peu en souplesse par rapport au schéma habituel dans lequel on recrutait seulement au 1er janvier. Donc, on ressent le besoin d'avoir un peu plus de souplesse. Donc, le plus vraisemblable, c'est qu'on voilà, c'est qu'on poursuive, mais on fera le bilan de cette session. Hein. Donc, on n'a pas pris de décision définitive encore, mais le plus probable, c'est qu'on poursuive avec ces 2 temps de recrutement dans l'année, un recrutement au 1er janvier, comme ça se pratiquait les années précédentes, mais avec aussi un recrutement au 1er septembre, comme nous le lançons en ce moment. Il y avait une question sur la durée du détachement. Ah oui. Peut-être répondre en 2 mots. Alors effectivement, la durée initiale de détachement, c'est 2 ans. Elle est évidemment renouvelable. À partir du moment où vous aurez fait 2 ans, vous pouvez demander des renouvellements d'une durée soit d'1 an, soit de 2 ans. Quant à la procédure d'intégration, elle est en fait très simple. Le CSTA considère que pour qu'un magistrat en détachement puisse utilement solliciter son intégration définitive dans le corps, il faut qu'il ait rapporté pendant une durée minimale de 3 ans à pleine norme. Ça signifie en réalité que le Conseil supérieur considère que la demande d'intégration peut être utilement présentée 4 ans après l'arrivée dans le corps. Mais il n'y a pas d'obligation en ce sens non plus. C'est-à-dire qu'on a aussi des magistrats qui restent en position de détachement plus de 4 ans et qui soit finalement repartent, soit finalement demandent leur intégration un peu plus tard. Mais en tout cas, le cadre fixé par la doctrine du CSTA, c'est celui-ci. Voilà. Et il y a une question sur le... Oui, je ne suis pas sûr que l'avis du supérieur hiérarchique de l'administration d'origine soit un élément qui est beaucoup pris en compte pour la décision de l'accueil en détachement. Mais je parle sous le contrôle d'Emmanuel Meyer là aussi. Je pense qu'il peut essentiellement l'être quand il n'est pas bon. Mais quand il est favorable, normalement, ce n'est évidemment pas un élément très, très, très déterminant.
Très sincèrement, le dossier est important. C'est sûr qu'on va privilégier des dossiers de qualité avec des parcours de carrière intéressants, diversifiés, mais c'est vraiment, je dirais, la démarche individuelle du candidat, son appétence pour les fonctions juridiques, sa motivation pour embrasser les fonctions de magistrat administratif, qui sont les éléments vraiment déterminants de l'audition. Oui, pour les personnes qui sont détachées au 1er septembre, il y a une période de 6 mois de formation et ensuite 6 mois de mi-norme aussi, hein, c'est ça, hein? C'est une Oui, question c'est qui ça. est posée. Tu confirmes, hein, Emmanuel? Oui, c'est bien ça. C'est bien comme ça que ça fonctionne. Voilà. J'ai l'impression qu'on a répondu à beaucoup des questions qui étaient posées. Je crois. Il y avait peut-être une question sur comment se déroule. Ah oui, mais tu as répondu à ça, hein, sur comment se déroule concrètement l'entretien. C'est un entretien, c'est informel oui. Voilà, devant une formation restreinte composée de 5 personnes. Et en fait, il y a 5 membres du Conseil supérieur, plus moi-même. Alors, on doit avoir une date précise sur le retour des dossiers, c'est-à-dire sur la date limite de dépôt des candidatures. Non. Le nom me trouble un peu, mais oui, c'est ça. C'est plutôt le délai dans lequel on vous répond, peut-être. Alors, ça, je ne peux pas vous donner une date précise, mais ce que je peux vous dire, c'est que ça va assez vite, hein. La date limite de dépôt des candidatures étant le 31 mars, il y a de fortes chances qu'avant la mi-avril, la liste des candidats auditionnés soit publiée. Voilà. Alors pour les militaires, en fait, je crois que nous avons deux possibilités. C'est-à-dire que je pense que les militaires peuvent demander à arriver en détachement selon la même voie que d'autres corps, mais qu'ils ont aussi une voie qui leur est spécifique, avec l'article L4139-2 peut-être du Code de la Défense, qui codifie une disposition d'une loi de 1970, hein, qui prévoit une modalité d'intégration d'officiers dans un certain nombre de corps, hein, dont le corps des magistrats administratifs, où il y a dans ce cas-là un accueil en détachement pendant 1 an au départ, mais qui, dans la pratique du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et commissariat d'appel, doit être renouvelé, hein, pour avoir une période de 2 ans. Et pour les militaires, donc c'est une procédure spéciale qui leur permet d'être intégrés au bout de 2 ans, alors que, comme le disait Emmanuel, à l'issue d'un détachement de droit commun, c'est en principe au bout de 4 ans seulement que l'on peut être intégré. Voilà. Alors, avec les avantages et les inconvénients, parce que parfois il nous est arrivé de regretter qu'on ne puisse pas prolonger le détachement spécial des militaires pour voilà, leur permettre de développer un peu plus leurs compétences pour qu'on puisse se prononcer sur l'intégration. Mais voilà, en tout cas, il y a une voie spéciale pour les militaires, pour les officiers, qui
qui leur permet d'être détachés pendant une durée d'1 an renouvelable une fois, puis suivi potentiellement d'intégration, et qui fait l'objet d'un avis de recrutement séparé. Hein. Voilà. Voilà. Je ne sais pas si nous avons répondu aux questions qui se posaient. Bien sûr, vous avez aussi hein, sur le site avec la publication de l'appel à candidature les coordonnées que vous pouvez joindre si vous avez des questions à poser. Hein. N'hésitez pas notamment à joindre Marianne Briex hein, qui est là et qui est chargée de développer les mobilités et le partenariat, qui pourra répondre. Et puis, donc je remercie tous ceux qui ont assisté, participé à ce webinaire. En particulier, je remercie les collègues qui ont apporté leur témoignage. Et puis, voilà, merci à toutes et à tous. Et puis, n'hésitez pas donc à demander des précisions complémentaires si vous en avez besoin et à faire connaître auprès de vous aussi hein, les possibilités qu'ouvre la juridiction administrative et qui permettent soit de la rejoindre de manière durable, soit d'y passer quelques années pour acquérir des compétences qui comme l'ont dit certains de nos grands témoins, peuvent être utiles dans d'autres fonctions pour la suite de la carrière. Merci à toutes et à tous. Et je crois qu'on a fini et que je peux vous souhaiter une bonne fin de journée. Merci, monsieur. Merci. Merci beaucoup. Merci.